Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on va parler d'AEW Dynamite, le dernier show avant le pay-per-view Révolution du côté de la AEW, toujours en 5 points, c'est parti. Premier point qui est un bon point, c'est l'opener qui commençait avec le Iron Man match, tout le monde était très surpris dans le public. C'est Kenny Omega et Pac, tout simplement, qui s'affrontent dans un match Iron Man de 30 minutes. Très étonnant de mettre ce match ici. Et très très bon match. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Je vais pas vous rappeler tout ce qui se passe durant ce match, je vais juste vous rappeler comment c'est fait les points. Donc du coup le premier point était remporté par Kenny Omega, malgré lui tout simplement parce que Pac est venu avec une chaise et l'a tapé dans l'arrière de la tête. Donc du coup, Kenny Omega, logiquement, remporte le premier point par disqualification. Pac, très intelligemment, vu cette stratégie, il porte ensuite son Black Arrow sur Kenny Omega pour revenir à 1-1 et prend du coup l'avantage physique sur Kenny Omega, qui est du coup affaibli après cette attaque avec la chaise. Du coup c'est un 1-1 pendant toute la durée du match, tout simplement ça se termine sur un 1-1. Justin Roberts, qui est l'annonceur de ring tout simplement, a dit par contre le match se termine pas comme ça, il se termine avec voilà, il faut forcément quelqu'un termine le match avec un dernier point, donc du coup le prochain qui remporte le point sera le vainqueur. À ce moment-là, l'arbitre a été mis KO par Pac, qui était énervé de ne pas avoir remporté le match après avoir porté son Brutalizer dans les dernières secondes contre Kenny Omega qui n'avait pas abandonné. Donc il avait tout simplement tapé l'arbitre, et du coup la femme arbitre, Aubrey Edwards, je sais plus, Aubrey ouais, Edwards, vous avez compris, vous voyez qui je parle, qui est venu pour arbitrer cette fin de match, et tout simplement c'est Kenny Omega qui a remporté le match après avoir déroulé, il a porté un Kimigoye, donc la finish de Kota Ibushi, grosse dédicace à lui, et suivi d'un One Angel Wing peut-être, dans ce sens-là, ce serait mieux, et tout simplement remporter la victoire contre Pac. Du coup voilà, après le match il y a Pac qui veut retourner en vestiaire, il se fait interviewer par Tony Schiavone, et à ce moment là il y a Orange Cassidy qui vient l'interrompre, et tout simplement Pac il lui fout une grosse droite, et du coup on annonce que Pac affrontera Orange Cassidy du côté de Révolution cette semaine, en fin de semaine, je sais plus si c'est samedi ou dimanche, mais en tout cas au pay-per-view de la fin de semaine. Et voilà, c'était une très très bonne confrontation. Malheureusement, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette rivalité. J'ai l'impression qu'elle a été mise totalement en parenthèse et qu'on s'est même obligé à la finir pour terminer ce programme entre les deux, tout simplement parce que maintenant Kenny Omega est parti dans un autre programme avec les Young Bucks et Eggman Page. Et du coup, Pac il se retrouve malheureusement délaissé et on lui refile Orange Cassidy, même si Orange Cassidy c'est l'un des trucs les plus populaires du côté de la AEW. J'ai l'impression voilà, qu'ils n'avaient pas du tout vu à long terme sur cette rivalité, ou alors qu'ils ont préféré une autre rivalité à côté. Et je trouve ça très très dommage. Pac qui est décrédibilisé depuis plusieurs semaines maintenant, depuis sa défaite contre John Moxley en 1 contre 1 pour déterminer le prochain challenger au titre AEW champion du monde tout simplement. Voilà, je suis très très content de ce match qui était un très très bon match, très bien booké. Mais je trouve qu'il aurait eu plus d'impact s'il avait été un pay-per-view, ou s'il avait été vraiment pour conclure une rivalité, enfin une très bonne rivalité. Donc je sais pas s'ils vont peut-être reprendre la rivalité plus tard. Je m'attarde beaucoup sur ce point parce que c'est un point qui m'intéresse beaucoup et qui est très mitigé de ma part. Mais voilà, je sais pas si cette rivalité va reprendre, pourquoi pas dans quelques mois. Du coup ils en ont profité pour laisser ça en stand-by quelques temps, ou si c'est vraiment terminé, du coup je serais vraiment très déçu, tout simplement parce que Pac et Kenny Omega c'est vraiment une réalité que j'attendais beaucoup, je trouvais ça très très cool, surtout s'amuser sur le in-ring, voilà, elle a été mise vraiment au second degré, donc ça m'a déçu, et surtout Pac, malheureusement, il est vraiment très très mal utilisé depuis quelques semaines, mois du côté de l'AEW. Je trouve ça très très étonnant pour l'un des mecs qui était le plus chaud au début de l'AEW. Voilà. Plus tard, je continue sur ce premier point, mais plus tard durant le show, on a une confrontation entre les Young Bucks et Kenny Omega Eggman Page. Je m'attarde sur ce point pour faire une sorte de transition. Mais c'est tout simplement les deux équipes qui sont confrontées en interview pour un petit peu parler de ce match qui va avoir lieu durant Révolution, durant le prochain pay-per-view. Et c'est une confrontation très intéressante, tout simplement parce qu'ils ont parlé de faits réels, de faits, j'adore quand on sert de faits réels pour parler de rivalités qui ont lieu. Donc du coup, les Young Bucks on en profité pour tacler Eggman Page en lui disant que ce n'était qu'un jobber du côté de la Ring of Honor, ce qui est vrai d'ailleurs, ou presque en tout cas. Et que du coup c'est grâce à eux qu'il est ici aujourd'hui, qu'il est aussi populaire, donc voilà, ils en profitent un petit peu à ce moment-là.
Et Hangman Page, vexé, décide de quitter l'interview. Je trouve ça très très sympathique. C'est pour moi le genre de confrontation qu'on aurait dû avoir depuis le début de cette pseudo-rivalité. Plus que des trucs un petit peu forcés, comme je l'ai dit ces dernières semaines. Hein. Je vous invite à aller voir mes points sur AEW Dynamite, ces dernières vidéos où je parlais de justement cette rivalité, que je trouvais ça un petit peu trop clair, un petit peu trop fluide et trop mis en avant pour que ça soit réellement subtil. Mais là pour le coup c'était bien joué, tout simplement parce qu'on utilise un fait réel pour le mettre en avant et descendre Hangman Page. Du coup voilà, je trouve ça très très intéressant et très très cool, et j'ai vraiment hâte maintenant de voir ce match et surtout ce qui va se passer durant ce match. Ça peut être vraiment un très très bon match, et pour moi même l'un des meilleurs matchs du côté de la AEW depuis la création, et pourquoi pas durant cette année en tout cas de catch. Deuxième point, et un bon point, c'est Luchasaurus. Enfin, les Jurassic Express ont affronté les Proud and Powerful et Sammy Guevara, donc du coup c'était un match 3 contre 3. Jungle Boy a réussi à remporter la victoire avec un petit paquet sur Sammy Guevara après une distraction de Darby Allin, qui va affronter Sammy Guevara à Révolution, je le rappelle. Et du coup voilà, le Jurassic Express réussit à remporter cette victoire. Luchasaurus a bien été mis en avant, ça fait plaisir de le voir être mis en avant, tout simplement parce que j'ai pas l'impression que ça a été le cas à Dynamite en tout cas. Peut-être à Dark mais pas à Dynamite. Et du coup voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Après le match, il y a Darby Allin qui confronte avec des petites pancartes tout simplement Sammy Guevara. Voilà, on sent qu'il va finir dans un cercueil après le match, tout simplement. Voilà, c'est pas, je vous avoue que Darby Allin contre Sammy Guevara, c'est pas un programme qui m'intéresse plus que ça, mais en tout cas elle a le mérite d'exister et elle mérite de mettre des jeunes talents en avant, et ça c'est toujours très très sympathique. Troisième point, qui est malheureusement un mauvais point pour ma part, c'est les tag team heel qui restent toujours faibles du côté de la AEW. Donc du coup ils restent pas faibles au niveau du nombre de tag team heel, mais en tout cas ils ne remportent jamais la victoire, j'ai l'impression. On avait une confrontation entre le Butcher et le Blade qui affrontaient les Best Friends. On a eu d'ailleurs une intervention pendant le match très sympathique entre le Bunny et Orange Cassidy. Les deux se sont confrontés et Orange Cassidy a fini par piquer les oreilles de Bunny et porter un topé suicide à l'extérieur. Bien sûr, Bunny a essayé de porter un coup de pied dans les coronets de Orange Cassidy comme elle l'a fait la semaine dernière durant la Battle Royale, mais ça n'a pas fonctionné cette semaine. Voilà, c'était une intervention très sympathique. J'adore les confrontations entre Orange Cassidy et Bunny, en tout cas la semaine dernière et cette semaine, je les ai vraiment beaucoup aimés. Et malheureusement, c'est les Best Friends qui remportent cette victoire. Je sais qu'ils n'ont pas non plus remporté 10 000 victoires, donc ça fait quand même plaisir de les voir gagner, mais j'ai l'impression que les tag team heel du côté de la AEW ne gagnent pratiquement jamais. Les Proud and Powerful n'ont pas gagné leur rivalité contre les Young Bucks, les Lucha Brothers n'ont pas gagné la semaine dernière, il me semble, contre Kenny Omega et Hangman Page, c'est pas une leçon d'ailleurs, c'est sûr. Mais voilà, j'ai l'impression que les tag team heel sont pas du tout mis en avant du côté de la AEW, ça m'étonne un petit peu. Les Face marchent toujours très bien, les Best Friends ça marche très très bien, mais moi j'aimerais vraiment bien qu'on mette les Butcher and the Blade en avant, parce que j'adore déjà leur personnage, et surtout je trouve qu'ils ont un catch très intéressant. Donc voilà, je suis très étonné, pour moi c'est vraiment un point noir du côté de la AEW. Quatrième et bon point, c'est la Women's Division, la division féminine de la AEW qui commence enfin à avoir un réel intérêt, qui commence enfin à me faire réellement plaisir. On a eu un match à 4 cette semaine entre Shana, notre Shana nationale, la parfaite athlète portugaise qui était habillée cosplayée, on pourrait dire même, de Goku de Dragon Ball, qui affrontait du coup Big Swole, également Hikaru Shida et Yuka Sakazaki, ma chérie Yuka Sakazaki, gros bisous à toi, je t'aime, dans un match du coup à 4 entre les 4 catcheuses, un match assez dynamique qui s'est bien enchaîné. Même s'il y avait des pertes un petit peu de rythme à des moments, notamment par Hikaru Shida, ça m'a un petit peu étonné, mais c'était quand même une très très bonne confrontation, et des confrontations comme ça j'ai envie d'en voir plus du côté de la division féminine de la AEW, qui commence à en avoir réellement besoin, qui commence à avoir un réel intérêt. Donc du coup voilà, une victoire logique de Hikaru Shida, logique pour ma part en tout cas, je m'attendais vraiment pas à une autre catcheuse qui allait remporter la victoire, pourquoi pas Big Swole, mais voilà, Hikaru Shida c'est une victoire logique je trouve. C'était une bonne fin de match, hein, ça a très très bien enchaîné avec des grosses prises les unes sur les autres, et voilà, et Yuka Sakazaki est incroyable. Je vous invite à le mettre en commentaire si jamais vous aimez Yuka Sakazaki, mettez Yuka Sakazaki est incroyable, voilà. Cinquième, dernier et malheureusement mauvais point pour ma part,
C'est la pesée entre Jon Moxley et Chris Jericho. Ils vont avoir un affrontement, je le rappelle, pour le titre AEW durant Pay-Per-View Révolution qui va avoir lieu en fin de semaine, comme je l'ai dit déjà de nombreuses fois durant cette vidéo. Et cette semaine, on a décidé de faire une pesée entre les deux catcheurs, chose très étonnante. On est dans le catch, je le rappelle. Du coup, voilà, les deux catcheurs sont venus. Jon Moxley avec son pull sans manche, tel un boxeur de MMA, et Chris Jericho avec toute sa clique habillée de la même façon, avec le survêt et la veste. Ils sont venus sur le ring pour un petit peu faire la pesée. Il y a eu du trash talk, Chris Jericho a trash talk tout le public qui réagissait d'ailleurs très très bien. Chris Jericho c'est vraiment très très bien. Tout ce qui concerne le micro, tout ça, il est très très doué. Mais ça je vous apprends rien bien sûr. Mais moi ça m'a très étonné, c'est cette confrontation de pesée. Voilà, on dirait vraiment un segment de MMA. D'ailleurs c'était totalement voulu, vu comment c'était rendu, c'était totalement voulu. Mais ça m'a étonné parce que je comprends pas pourquoi. Voilà, je comprends pas pourquoi. On a joué sur ça avec Chris Jericho qui avait pas du tout envie de voir son poids sur la balance, donc du coup il se reculait. Et à ce moment-là, Jon Moxley en a profité pour porter un beau coup de tête directement dans le visage de Chris Jericho, qui d'ailleurs ensuite a montré qu'il saignait abondamment. Et du coup, forcément, l'Inner Circle tombe sur Jon Moxley, il le tabasse, jusqu'à l'arrivée de Dustin Rhodes qui vient surtout taper Jack Hager. Les deux continuent à se battre dans le public. Jusqu'à l'arrivée de Darby Allin qui vient aussi faire le sauvetage et confronter le Inner Circle. Et tout simplement, à la fin du match, Chris Jericho en profite pour porter un Judas Effect sur Jon Moxley et célébrer sur le corps totalement mort de Jon Moxley. Chris Jericho qui s'est bien ouvert le visage après ce magnifique headbutt de Jon Moxley. C'était très étonnant de le voir saigner comme ça. Et quand on revoit les images, d'ailleurs, c'était vraiment pas très safe. De la part de Jon Moxley, ça fait un petit peu peur. Mais voilà, c'est une confrontation qui s'est très bien finie. J'ai beaucoup aimé cette fin de confrontation, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une pesée que je trouve très illogique pour le coup. Pour Cody et Chris Jericho, on a tout simplement une signature de contrat. Et ça aurait pu être une signature de contrat, ça aurait pu faire pratiquement le même segment pour une signature de contrat. Je sais que des gens vont dire que je pinaille un petit peu sur des détails, mais pour moi c'est vraiment important parce que ça me sort totalement du truc en fait de voir une pesée entre les deux, parce qu'il n'y a pas une histoire de gabarit forcément entre les deux, même si Chris Jericho a un bon gabarit, mais il n'y a pas une histoire de gabarit imposant ou quoi que ce soit entre les deux, donc je comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire une pesée. Ils auraient pu faire juste une signature de contrat qui tourne mal en fait, tout simplement. Ça aurait pu être pour moi plus logique en tout cas vu de cette confrontation. Et voilà, malheureusement ça m'a déçu. Voilà, je vais pas me cacher, ça m'a déçu. On s'arrête ici pour cette vidéo d'AEW Dynamite, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait un petit peu long sur le premier point parce que c'est un premier point qui est très long à mettre en place. Il commence par un Iron Man match, donc forcément ça va être un petit peu plus long. Donc cette vidéo forcément est plus longue. Je vous invite à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé vous de ce show qui est quand même très très bien. Je vous avoue que je me suis dit à la fin de ce show, putain la AEW ils en font quand même beaucoup à chaque show. Et du coup j'ai peur pour les pay-per-view. J'ai peur qu'en fait les pay-per-view soient totalement inutiles. Donc on va voir ça ce samedi ou ce dimanche. Mais voilà, c'est très étonnant. Je vous invite à me dire du coup ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire en commentaire ou sur Twitter @taophile. On se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout encore laquelle je vais tourner bientôt. Peut-être celle du show en Arabie Saoudite. Je ne sais pas encore si je suis vraiment motivé. À l'heure où j'enregistre celle-ci, le show en Arabie Saoudite n'a pas eu lieu. Donc on va voir ce que ça vaut et on va peut-être en parler sur la chaîne très rapidement. On se donne rendez-vous sinon la semaine prochaine pour AEW Dynamite, pour ceux qui regardent que AEW Dynamite. Et à plus.